Donc, on recommence là où on avait laissé les choses la semaine dernière. Et comme vous vous rappelez, donc, on avait commencé la semaine dernière avec cette réflexion portant sur les différentes voies prises par des théoriciens qui ont donc écrit sur les autobiographies et les égo-documents. Et notamment, on a donc vu que ici, il y avait un certain point de vue exprimé par des gens qui soutenaient que, en fait, les vrais textes autobiographiques avaient été inventés dans le courant du XVIIIe siècle. Il y avait aussi une autre position, notamment soutenue par Georges Gustloff, qui avait donc, lui, puisé dans une tradition, là aussi, allemande, notamment dans cet ouvrage assez énorme, en plusieurs volumes de Georg Misch, Geschichte der Autobiographie, plus ou moins conçu dans la continuité des réflexions de Wilhelm Dilthey, portant sur aussi les questions de l'expression des écritures de moi, comme Gustloff exprime les choses. Mais en fait, la couverture dans ce genre de réflexion, ça se porte toujours essentiellement sur l'Europe. Et là, on avait donc commencé la semaine dernière aussi à regarder la question plus large qui était la question de l'Atlantique et notamment de ces récits qui viennent des esclaves ou des ex-esclaves. Et on a donc remarqué que donc, la traite, bien sûr, commence à la fin du XVe siècle. Et surtout, il y a une accélération pendant la deuxième moitié du XVIe siècle avec l'arrivée en grand nombre des esclaves de l'Afrique de l'Ouest au Brésil, qui était le grand importateur des esclaves pour les plantations de canne à sucre au XVIe siècle. Mais en fait, pendant tout le XVIe, tout le XVIIe siècle, il y a très peu de ce qu'on peut appeler des égo-documents venant de ce contexte, de ces esclaves. Et il faut attendre le XVIIIe siècle, en effet, pour voir apparaître et finalement même publier un certain nombre de ces textes. Donc, on avait remarqué, par exemple, le texte de Ocoso Gronioso ou les lettres d'Ignatius Sancho, lui aussi très connu en tant que musicien pendant son vivant. Et puis le texte en réalité qui a vraiment marqué les gens, qui était le texte de Olaudo Equiano, qui donc était connu par plusieurs noms, dont cet autre nom assez curieux qui est Gustavus Vasa, qui était un nom qui lui a été donné par un de ses maîtres. Malheureusement, donc, il y a une certaine confusion autour de cette question de Gustavus Vasa et d'Equiano, mais en réalité, il utilisait les deux noms. L'un étant donc un nom d'esclave et l'autre étant son nom africain. Et puis, on a vu aussi que par la suite, il y a eu un débat d'ailleurs qui a déjà commencé pendant la vie d'Equiano, mais qui a été donc repris en quelque sorte au début du XXIe siècle avec la publication d'un certain nombre de livres, d'articles de Vincent Carretta, qui est plutôt critique littéraire, mais qui a aussi fait un travail d'archives. Et dans ces archives, il a donc trouvé des documents par le biais desquels il a donc voulu soutenir que Equiano n'était pas né en Afrique, mais qu'il était né en Caroline du Sud. Et donc, qu'en réalité, ce n'était pas un Africain de souche venant de l'Afrique. C'était une accusation qui avait été déjà portée à la fin du XVIIIe. Mais là, avec quelques documents à l'appui, il est revenu sur cette question. Et puis, donc, on a eu un débat. Et plusieurs personnes ont donc voulu émettre leur avis sur la question, à la fois les spécialistes de l'histoire de l'esclavage et de la littérature du XVIIIe siècle, car en fait, il faut aussi se rendre compte que Equiano n'était pas seulement
quelqu'un qui a écrit un texte, mais c'était un auteur assez célèbre. C'est quelqu'un qui a fait des tournées en tant qu'auteur. Il a été vu par énormément de gens. Il était donc quelqu'un qui était considéré pendant un certain temps, relativement bref, bien sûr, de 5-6 ans, de 1789 à 1794, comme on dit ici, celebrity author. Donc, c'était quelqu'un qui était vu un peu partout par des gens. Et il y a même un roman plus récent de Carol Phillips, Cambridge, où en fait il y a un personnage qui est plus ou moins qui suit le parcours modelé donc sur Echiano. Donc c'est quelqu'un qui suscite toujours de la curiosité. Donc ce débat, donc j'ai brièvement évoqué, entre d'un côté Caretta, donc un peu paradoxal, Caretta le littéraire qui insiste sur les archives, et Paul Lovejoy, grand spécialiste de l'histoire de l'esclavage, qui en fait veut diminuer l'importance des archives et qui dit qu'en effet qu'il ne faut pas être trop positiviste dans la lecture des archives. Et finalement, pour dire, comme ça a été dit par John Sensbach, qui a écrit un des articles dans ces débats, que même si finalement Echiano était né en Caroline du Sud plutôt qu'en Afrique de l'Ouest, en fait, il dit que ça le fait pour nous plus intéressant et non moins intéressant. The possibility that he was born in America makes him more interesting, not less so. It opens up rather than forecloses inquiry into the autobiography. Pourquoi? Parce que donc il était devenu, comme il dit, une espèce de personnage un peu caricatural, tandis que en fait, même s'il avait inventé un certain nombre de choses, la question reste comment est-ce qu'il savait tant sur la culture de l'Afrique occidentale? Comment est-ce qu'il savait tant sur la culture Igbo? En fait, beaucoup plus qu'on peut lire dans n'importe quel autre texte du XVIIIe siècle. Il y a toute cette question qui se pose. Est-ce qu'il est donc quelqu'un qui peut-être, d'un certain point de vue, un peu comme Mendes Pinto, comme on avait évoqué tout à fait au départ, c'est peut-être entre guillemets un menteur, mais ça ne veut pas dire que d'une autre façon, il n'exprime pas quelque chose de très intéressant au niveau de la culture créole de l'Atlantique à l'époque. Alors, puis, par la suite, avec le développement de l'intérêt portant sur ce genre de texte dans la deuxième moitié du XXe siècle, maintenant on a des énormes collections, en fait, de ce genre de récits. Là, vous voyez deux de ces volumes donc sous la direction de George Rovick. Il y a donc ce qu'il appelle The American Slave, a Composite Autobiography. Donc, ce sont des collections de récits. Ces récits sont intéressants, en fait, mais aussi assez inégaux, par exemple, même du point de vue du genre. Il y a à peu près 1 sur 7 qui est écrit par une femme. Donc 6 sur 7 sont écrits par des hommes. Donc c'est une espèce de disproportion entre les deux. Et là, Rovick a voulu donc diviser ça un peu région par région. Donc vous aviez ici le volume portant sur Alabama et Indiana, et puis les volumes portant sur le Texas, et ainsi de suite. Et puis par la suite, on a aussi voulu chercher un peu ailleurs, et on a aussi voulu élargir un peu le regard. Par exemple, les spécialistes du Brésil ont commencé à regarder pour voir s'il y avait des choses. Et curieusement, on a trouvé que pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle, il n'y avait pas vraiment de textes, par exemple, écrits et puis publiés au Brésil. Le seul qu'on a trouvé, en fait, curieusement, c'est un texte qui a été publié en anglais, mais portant sur le Brésil. Et c'est un texte, donc, d'un dénommé Mahoma Bakaka, qui, lui, était en rapport avec les missionnaires protestants. Et c'est donc en passant par ces missionnaires qu'il a donc eu l'occasion d'écrire. En fait, c'est une espèce d'œuvre de collaboration entre le missionnaire et Bakaka lui-même, où on a donc voulu démontrer qu'au moins il y avait quelques exemples dans le cas du Brésil, même si c'est finalement pas très riche jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et finalement, dans les derniers temps, on commence à trouver autre chose qui d'ailleurs est assez intéressant et qui donne des variantes et aussi des solutions pour un certain nombre de problèmes.
Et là, je parle du fait que maintenant, on commence à trouver des textes en arabe. Hein, donc, des textes en arabe écrits par les esclaves venus aux Amériques. Donc, ça, c'est par exemple, c'est un exemple. C'est un esclave qui s'appelle Omar Ben Saïd. Et donc, lui, comme un certain nombre de gens de la fin du XVIIIe siècle, il a été pris comme esclave quand il était déjà adulte. Donc, il avait déjà été formé en Afrique de l'Ouest en arabe. Il avait apparemment une bonne connaissance, par exemple, du Coran. Et il savait écrire l'arabe. Il avait été marchand déjà dans sa jeunesse. Hein, et donc, il a survécu plus ou moins jusqu'au milieu du XIXe siècle. Pour ça, on a quelques photographies de lui. Et là, vous voyez le texte autobiographique qu'il a écrit en arabe. Donc, du coup, ce n'est pas un texte publié. Donc, on ne peut pas le soupçonner, comme on fait parfois ces textes, d'être des textes truqués parce que quelqu'un d'autre, par exemple l'éditeur ou un collaborateur, entre guillemets, aurait fait quelque chose avec ces textes. Là, c'est un texte qui était resté manuscrit jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et d'ailleurs, maintenant, on commence de plus en plus à s'intéresser à voir combien de ces textes en arabe on en a. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même intéressant de voir. Et, par exemple, l'historienne sénégalaise qui enseigne aujourd'hui aux États-Unis, Sylviane Diouf, s'est intéressée pas mal à ça, cette question donc de l'islam, des esclaves venus à la fois au Brésil et ce qui devient finalement les États-Unis. Et c'est bien sûr quelque chose qui a aussi un certain intérêt parce que dans le cas brésilien, on sait qu'au début du XIXe siècle, il y a eu une grande rébellion des esclaves musulmans. Et là aussi, c'est une question qui est intéressante parce qu'on n'a pas compris jusqu'à quel point, en fait, un certain nombre de ces esclaves avaient donc gardé leur foi, même après avoir passé. Donc, ils ont superficiellement sont convertis, mais en réalité, ils restent musulmans. Donc, du coup, on a maintenant une diversité. Disons que l'idée qu'il n'y a que quelques récits comme le récit de Chiano, c'est plus le cas. On a donc des points de vue différents. Il y a aussi une différenciation possible au niveau de la culture de départ et même au niveau de la langue dans laquelle les gens ont choisi de s'exprimer, même si finalement on est toujours un peu déçu pour l'espagnol, le portugais et le français. Il n'y a pas énormément de récits. En fait, il y en a très très peu de récits d'esclaves dans ces langues. Alors donc là, je passe à regarder l'autre versant de l'affaire. Parce qu'il y avait quand même cet autre trait qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire les Africains dans l'océan Indien. Et là, la géographie est bien sûr différente, les origines sont différentes, même si, en fait, tout à fait à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, il y a quelques gens de l'Afrique de l'Est qui arrivent même en Amérique et au Cuba. Donc, ce n'est pas totalement inconnu, mais en réalité, il y a donc, disons, ces deux traits qui sont relativement séparés, celle de l'Atlantique et celle de l'océan Indien. Et dans le cas de l'océan Indien, il faut aussi distinguer différents sous-circuits, si vous voulez, et c'est quelque chose qui a été donc au centre de certains niveaux d'attention et de débat. Il y a eu quelques publications importantes, à la fois en anglais et en français. Par exemple, cet ouvrage collectif dirigé par 4 historiens français sur le traité esclavage en Afrique orientale et dans l'océan Indien. Et ça nous donne un bilan assez utile et assez intéressant portant sur la question, tandis que là, vous aviez quelque chose qui est beaucoup plus centré sur l'Inde et l'Asie du Sud, fait par une historienne indienne et un Américain. Et alors, donc, il y a bien sûr, comme j'ai dit, des sous-circuits. Il y a des gens venus de cette partie, donc disons entre la Tanzanie, Mozambique et un peu aussi le Madagascar.
Bien sûr, ça a aussi à voir avec le peuplement des îles Mascarenes. Il y avait des esclaves venus à la fois à l'île Bourbon et à l'île de France, c'est-à-dire à l'île Maurice et à la Réunion. Mais puis, il y a la question qui m'intéresse beaucoup plus, qui est la question des gens venus en Inde occidentale. Et là, donc, on est dans un autre cadre parce que les origines sont très différentes. Ce sont des gens venus essentiellement de la Corne de l'Afrique. Donc, des gens qui trouvent leurs origines plus ou moins dans la région, disons, de Somalie, Érythrée, Éthiopie, parfois le Soudan, mais c'est moins commun, et puis qui passent de là, qui rentrent normalement qui sont vendus dans les marchés de la mer Rouge, et puis qui vont donc être pris et donc vendus en Inde. Mais alors là, on voit tout de suite qu'il y a une très, très grande différence par rapport à la situation de l'Atlantique. Dans le cas de l'Atlantique, en fait, ce sont des esclaves qui sont utilisés en tant que main-d'œuvre. Ça, c'est la chose de base. Ça commence avec la canne à sucre dans le Brésil et ça continue avec toujours des autres produits dans les Caraïbes et finalement avec le coton au sud des États-Unis. Mais dans le cas de l'Inde, en fait, souvent, ce sont des esclaves en fait, militaires. Donc, s'ils sont achetés, c'est pour être formés en tant que spécialistes d'un certain nombre d'arts militaires. Et puis, parmi ces gens, les plus visibles, et il y a un certain nombre, c'est ceux qui deviennent en fait des gens assez importants, des espèces de notables, soit en restant esclaves ou soit en devenant des affranchis. Donc, il y a des gens qui sont assez connus, reconnus, par exemple en Inde, au XVIe, XVIIe siècle, qui vont donc adopter le vêtement, comme vous voyez ici, plus ou moins indo-persan, qui deviennent parfois des seigneurs de guerre, qui parfois ont un pouvoir assez considérable dans les cours de l'Inde. Quand je dis les cours de l'Inde, il y a une exception, qui est l'Empire moghol, parce que dans l'Empire moghol, en fait, les Africains n'ont jamais joué un rôle très important. Il y a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup. Tandis que c'est plutôt dans les autres sultanats, dans les régions de l'Inde, par exemple, pour commencer dans le Bengale, le sultanat de Bengale au XVe siècle, on en voit un certain nombre. Il y a même quelques-uns à la fin du XVe siècle qui sont devenus rois au sultan. Et puis, c'est dans l'Inde centrale. Alors, mais malheureusement pour nous, en général, ces gens-là n'ont jamais laissé des vrais textes ou des égo-documents. Donc, il faut regarder, par exemple, dans les sources plus ou moins standards, c'est-à-dire, par exemple, les chroniques. Les chroniques en arabe ou les chroniques en persan parlent souvent de ces gens. Et parfois, en donnant au moins quelques détails sur leurs origines, quelle partie de la Corne d'Afrique en fait est alors le point de départ de leur parcours. Et puis, il y a aussi quelques autres sources qu'on peut utiliser, donc pas des égo-documents, mais ce qu'on peut appeler, si vous voulez, des égo-monuments. Donc, ce sont des monuments construits par ces gens, une fois qu'ils deviennent relativement importants. Et donc, par exemple, là, vous voyez deux mosquées assez importantes dans le Gujarat, qui sont construites par des gens qui ont comme prénom Sidi, qui est plus ou moins l'indicateur de leurs origines africaines. Donc, Sidi Bachir, ça c'est la mosquée de Sidi Bachir, ça c'est la mosquée de Sidi Saïd. Ce sont des monuments en fait très connus en Inde souvent, mais les gens parfois ont tendance d'oublier qui était leur bâtisseur et de quelles origines ils avaient. Et dans ces monuments, souvent on trouve leurs tombeaux avec les pierres tombales, ou on trouve aussi parfois, par exemple, des inscriptions. Là, ce sont des espèces d'égo-documents quand même. Par exemple, ça, c'est une inscription laissée par un de ces Africains venus de l'Éthiopie, qui est devenu un grand seigneur de guerre dans l'Inde occidentale pendant à peu près 30 ans. Il s'appelle donc Malik Ambar. Et donc, lui, il a laissé toute une série d'inscriptions dans différentes forteresses où il a été donc impliqué, soit en tant que parce que c'était sous son contrôle,
et soit parce que c'était quelque chose où c'était lié avec les membres de sa famille, et ainsi de suite. Alors, comme vous savez sans doute, en fait, il y a tout un courant qui, depuis un certain temps, est très important en Inde, portant sur justement ces gens, disons, qui sont, entre guillemets, disons, des opprimés. Hein. Donc, c'est quelque chose que normalement on appelle donc, les études subalternes, subaltern studies. Et alors, on a le droit de poser la question, est-ce que, par exemple, si on parle des subalternes en Inde, faut-il pas aussi parler de ces esclaves? Est-ce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre des études subalternes? Alors, la réalité, c'est qu'en fait, les gens qui font partie de ce mouvement des études subalternes ne se sont jamais intéressés à ce genre de sujet. En fait, pour eux, ça reste en dehors de leur conception parce qu'eux s'intéressent essentiellement à d'autres types de subalternes, c'est-à-dire soit les paysans, soit les ouvriers, et surtout à l'époque coloniale, c'est-à-dire à l'époque britannique. Donc, le problème avec nos Africains comme Malik Ambar ou d'autres, c'est-à-dire il y a au moins 3 problèmes. Premièrement, chronologiquement, ils ne rentrent pas dans ce qui est normalement considéré comme les études subalternes. Il y a un deuxième problème, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans les catégories, comme j'ai dit, de professions comme paysans ou ouvriers qui normalement est traité. Et puis, il y a le troisième problème, c'est-à-dire le vrai problème qui se pose, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu comme esclave et puis devient seigneur de guerre. Est-ce qu'on peut vraiment parler de lui en tant que subalterne? Est-ce qu'il n'est pas quelqu'un de plus compliqué, en fin de compte, que ça? Alors, donc, ça, c'est une chose, mais il y a aussi quelque chose d'autre qui a été souvent donc noté. Et là, je prends ici un des articles en français qui ont vraiment donné une espèce de vue d'ensemble sur cette question des études subalternes. Et dans cette tendance-là, en fait, on n'a jamais voulu vraiment utiliser en réalité les égaux-documents des subalternes. En fait, c'était toujours cette tendance de faire ce qu'on disait, Jacques Puchodas ici décrit comme lisons rebours, against the grain, à contre-fil. Les documents. Donc, en fait, cette tendance, méthodologiquement, ce qu'on favorise comme point de vue, c'est de prendre les documents issus des classes dominantes et puis les lire donc à rebours ou à contre-fil, plutôt que chercher des expressions venant de ces subalternes même, ou par exemple ces esclaves ou des gens comme ça. C'était pas vraiment quelque chose qu'on trouvait très intéressant parce qu'on avait une idée qui était une espèce de notion de traduction par des règles plus ou moins structuralistes d'un discours dominant en discours subalterne. Et puis, il y a aussi eu quelque chose qui a encore fait plus de confusion, c'est-à-dire un débat portant sur la question sur les subalternes peuvent-ils ou peuvent-elles parler. Et là, en fait, c'était pour dire plus ou moins que c'était inutile même de chercher ces espèces d'égo-documents parce que les subalternes ne pouvaient pas parler. En fait, c'est une question qui est, et d'ailleurs, il faut dire, qui est assez mal posée, parce que si on regarde le vrai contenu de la question, ce n'est pas s'ils peuvent parler, mais si les autres peuvent les entendre. C'est en fait là la question. Les entendre, les comprendre. Tandis que la question est posée comme si ils sont des muets, ils ne sont pas capables de parler. Tandis que la réalité, c'est que bon, les gens sont toujours capables de parler plus ou moins. Alors donc, cette question est ce qui a fait une espèce de division dans les études subalternes. D'un côté, donc, on a des gens qui continuent à chercher, comme par exemple l'historien à gauche, Sumit Sarkar, qui faisait partie de ces études subalternes, mais qui a pris ses distances contre cette tendance de dire que en fait, les subalternes ne pouvaient pas parler, inutile de regarder, inutile de chercher leur roi,
parce que, en fait, on ne peut jamais trouver leur voix, on ne peut jamais trouver leur point de vue. C'est impossible parce que, en fait, aussi, il y a une espèce de raisonnement un peu circulaire, c'est-à-dire, si on peut les entendre, ça veut dire qu'ils ne sont pas des subalternes. Donc, du coup, encore une fois, inutile de chercher leur point de vue et leur voix. C'est une question qui finalement a même été donc directement abordée par un certain nombre de spécialistes de l'esclavage dans l'océan Indien. Par exemple, voici un article écrit par deux historiens, un de mes collègues à Los Angeles, Edward Alpers, grand spécialiste de l'esclavage en océan Indien et en Afrique orientale. Et alors, donc, là, il revient sur cette question et il dit que plusieurs personnes, Eve Trout Powell, autre historienne américaine, a récemment réitéré le défi posé par Gayatri Spivak aux spécialistes sociaux d'identifier les voix pour dire que, bon, bien sûr, les subalternes et donc, a fortiori, les esclaves ne pouvaient pas parler. Et puis, il dit que pour lui, pour ces deux auteurs, Matthew Hopper aussi, il dit que même si il est clair que l'indignation morale des interlocuteurs européens face à la traite et à l'esclavage influençait leur compréhension des déclarations, il n'est pas possible de mettre en cause la véracité de ces témoignages de manière sommaire. Ce sont des témoignages qui viennent donc souvent dans les archives des Européens, mais bien que certaines phrases et sentiments reflètent peut-être plus les attitudes de ces Européens que celles des Africains libérés, il s'agit en fin de compte des sources dont nous disposons et qu'ils nous devons exploiter au mieux. Et surtout, quels que soient ces défauts inhérents, cette combinaison de différentes sources nous permet d'approcher au plus près l'expérience vécue de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants africains. Donc, en fait, lui, il nous propose de revenir sur cette idée que, bien sûr, qu'on peut... si on n'a pas d'autre possibilité, revenir sur cette idée de lire les documents donc émanant des élites à contre-fil, mais si jamais on peut trouver ce genre de documents dans les archives, il faut les utiliser. Et là, je trouve qu'il rejoint en fait une position assez classique, qui est la position donc, définie par Ginsburg dans son livre sur le meunier Menocchio, dans lequel, en fait, Ginsburg a affirmé que la réalité, c'est que même si Menocchio, c'était quelqu'un qui appartenait aux classes populaires, même si son témoignage nous vient par l'Inquisition, parce que c'est effectivement parce qu'il est prisonnier de l'Inquisition qu'on a ce qu'on a, mais en fin de compte, c'est pas comme si on peut dire que c'est la voix de l'inquisiteur. Et ce n'est pas du tout le point de vue de Menocchio qui s'exprime. Et alors donc, je pense qu'ici, Alpers revient et il reprend un peu ce genre de position pour dire qu'il faut en fait revenir sur ces matériaux et sur ce genre de texte plutôt que baisser les bras et dire non, les subalternes et les esclaves ne peuvent jamais parler, inutile de regarder, inutile de chercher des documents exprimant leur point de vue. Et alors donc là, je reviens brièvement sur le fait qu'il y a donc des sources qui ont été relativement peu exploitées dans le cadre de l'océan Indien, qui sont les documents de l'Inquisition, justement. Donc, je vous ai parlé de ces matériaux, par exemple, les monuments, les inscriptions, etc., etc. Mais en fait, il y a aussi, pas beaucoup, mais quelques textes venant de l'Inquisition portugaise, où, en fait, les gens qui sont au centre de l'enquête, ce sont justement des esclaves, et normalement des esclaves éthiopiens. En fait, le mot qu'on utilise en portugais, c'est donc abishin, qui est plus ou moins exactement le mot qu'on utilise en arabe et en persan, c'est-à-dire habashi. C'est abyssinien. Voilà, donc là, vous aviez deux cas. Il y a un cas qui vient des années 1560, et puis vous aviez l'autre cas qui est de la fin du XVIe siècle, qui est le cas de quelqu'un qui s'appelle Gabriel. Et en fait, il avait apparemment plusieurs noms. Donc, il s'appelait Gabriel à un moment donné. Puis, il s'appelait aussi, il dit Sidi Rehmi, mais c'est probablement Sidi Rahim.
Et puis, parfois, il s'appelle aussi, apparemment, il a un autre nom musulman, Ali Hande. Et donc, c'est quelqu'un qui a été pris par l'Inquisition portugaise parce qu'à un moment donné, il était chrétien, puis il est devenu musulman. Il a pris la fuite des comptoirs portugais de la côte occidentale de l'Inde. Il est rentré dans le service des rois musulmans, justement les mêmes rois qui étaient les employeurs des gens comme Malik Ambar. Et puis, à un moment donné, à cause d'une fille dont il est tombé amoureux, il a voulu revenir au comptoir portugais. Et là, il a été pris, il a été donc maltraité par l'Inquisition, justement parce qu'il est considéré comme un apostat. C'est quelqu'un qui était chrétien, devenu musulman, et puis revenu chez les chrétiens. C'est un document qui a été traité justement par un des élèves de Ginsburg, l'historien italien Giuseppe Marcocci, dans cet article, ici vous voyez en italien, sur les vies parallèles des esclaves abyssiniens en Inde au XVIe siècle. Donc il a justement regardé d'assez près ce document et les choses autour. Et d'ailleurs, il y a toute une série de choses qu'on retrouve dedans qui ne sont pas inintéressantes. Par exemple, une des choses qu'il dit, Gabriel, quand il est examiné par les inquisiteurs, c'est qu'il dit qu'il est filho de pais avexins, mas de casta judeus falachas, que vivem em umas serras afastadas do preste. C'est-à-dire, il est le fils des parents abyssins, mais de la caste des juifs falachas. Et qui sont des gens qui habitent dans des montagnes assez loin de Preste, c'est le prêtre Jean. Donc, en fait, ce n'est pas du tout le centre de l'Éthiopie, mais une région assez lointaine. Et puis, il dit, le deuxième passage, que lui, quand il était assez jeune, de muito pouca idade, il était donc volé de sa propre terre par certains autres Abyssiniens chrétiens dont il a oublié les noms. Et il était par la suite vendu dans la ville d'Arabie. En fait, ce n'est pas précisé effectivement quelle ville c'était, sur les bords de la mer, donc de la mer Rouge, à un musulman dont il a aussi oublié le nom. Donc, par la suite, il va passer par un autre musulman qui s'appelle Jame, et puis il va arriver dans la ville de Chaul, en Inde occidentale. Et là, il passe par les mains d'un autre musulman qui s'appelle Maula Muhammad. Et donc, on continue. Il y a toute une série d'autres personnes par lesquelles il va passer, finalement, pour prendre la fuite de Chaul pour aller à Ahmednagar. Et finalement, donc, pour revenir, comme il fait à Chaul, où il est fait prisonnier. Il est donc par la suite amené à Goa. On ne connaît pas la fin de l'histoire, parce qu'on ne sait pas quelle était la punition qu'il a subie à la fin de la chose, mais c'est assez intéressant pour suivre le parcours de quelqu'un comme ça. D'ailleurs, je trouve que c'est probablement la seule fois que j'ai vu le mot falacha dans un document portugais du XVIe siècle. Donc c'est un mot d'ailleurs assez courant aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas quelque chose qu'on utilisait dans cette documentation, car les Portugais n'avaient pas beaucoup de contact avec ces communautés, effectivement, en Éthiopie. Donc là, vous voyez un peu la conclusion de Marcocci, qui nous dit effectivement qu'il était pas seulement abyssinien, mais apostat, et donc c'est à cause de ça qu'il a attiré l'attention de l'Inquisition. Mais malheureusement, comme l'Inquisition de Goa n'est pas très bien conservée, les documents ont été détruits plus ou moins, donc en fait, ce qu'on a, c'est les quelques documents qui ont été transférés à Lisbonne. Donc du coup, on n'a pas énormément de cas, mais on a un certain nombre de ces cas néanmoins qui seraient quelque chose à rajouter aux autres sources. Et comme ce sont des confessions, même si ce sont des confessions qui ont été donc prises sous la violence de l'Inquisition, ils sont néanmoins un certain type d'égo-documents. Ces égo-documents de type involontaire plutôt que volontaire. On avait fait cette distinction tout à fait au départ, mais ça rentre néanmoins là-dedans. Et je pense que l'historien peut à son péril, faire comme si ce genre de matériaux n'existe pas pour tourner le dos et faire comme s'il faut simplement utiliser que les sources venant, par exemple, des chroniqueurs portugais ou autre chose.
Alors là, je passe à un autre développement, mais vous allez voir tout de suite le rapport entre les deux. Parce que là, effectivement, quand on parle de ces esclaves, de ces gens qui appartiennent à des groupes donc, qui sont éloignés du pouvoir ou avec une situation justement subalterne, ça, on est dans un cadre qui est de distinction entre groupes sociaux, etc. Mais en fait, il y a des parallélismes assez forts avec d'autres discussions qu'on a eues justement portant sur l'époque moderne, où le centre, c'est en fait le problème de genre. Alors, en fait, justement, comme on avait fait avec ces gens, la question a pu se poser, est-ce que les femmes, par exemple, à l'époque moderne, est-ce qu'elles avaient une voix? Est-ce qu'elles avaient le droit de s'exprimer ou non? Est-ce qu'on peut entendre leur voix? Qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a plusieurs manières d'aborder cette question. Mais en fait, normalement, pour le développement de ce genre d'études, il y a un article qu'on considère comme un article central dans l'affaire, qui est l'article de John Kelly-Gadol, Did Women Have a Renaissance? Est-ce que les femmes ont eu une renaissance? Donc, l'idée étant, le cible ici, c'est bien sûr Burkhardt. Donc, parce que dans le cadre de Burkhardt, en fait, tous les acteurs les plus importants sont les hommes. Et c'est comme si la Renaissance, c'est quelque chose où, à la fois, les acteurs et, en fait, les personnages qui ont vécu, en quelque sorte, la Renaissance, ils sont tous, normalement, tous des hommes. Donc, la question qui a été posée par John Kelly dans cet article, c'est de savoir, bon, si on regarde ça d'un point de vue des femmes, est-ce qu'en fait, il faut même parler d'une renaissance? Est-ce que c'est même utile d'avoir le mot renaissance dans une périodisation? Et alors là, en fait, son idée, qui est une idée assez provocatrice, il y a des problèmes, mais en fait, ce qu'elle a proposé en tant que solution dans cet article, c'est de dire, normalement, on pense que entre le Moyen-Âge et la Renaissance, il y a eu donc beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de l'essor d'un certain type de subjectivité. L'individu s'affirme de plus en plus. Et alors là, elle dit que si on regarde du point de vue des femmes, c'est exactement l'opposé. Donc, pour elle, et ça c'est son point de vue assez provocateur, en fait, le Moyen-Âge était beaucoup mieux pour les femmes. C'est ce qu'elle a proposé. Donc, pour elle, au Moyen-Âge, en fait, les femmes étaient plus libres. Les femmes avaient plus la possibilité de devenir des mécènes. Les femmes avaient beaucoup plus de ressources. Elles avaient beaucoup plus de pouvoir économique et ainsi de suite. Donc, c'est un peu simpliste, si vous voulez. Mais néanmoins, c'était une provocation. Et à partir de ce moment-là, comme vous voyez de cet article écrit par 3 auteurs, dont notre collègue, la grande spécialiste d'Italie, Christian Klapisch. Alors, donc, là, on revient sur ça pour dire, bon, 30 ans après ou 40 ans après, est-ce que cet article reste intéressant? Est-ce qu'il y a un débat vraiment toujours à faire à partir de ça? D'ailleurs, il y a aussi d'autres, comme par exemple Mary Wiesner-Hanks, qui est grande spécialiste de l'Allemagne à l'époque moderne. Elle aussi, elle est revenue. Vous voyez qu'elle a changé un peu le titre de John Kelly. Donc, c'est pas est-ce que les femmes avaient une renaissance, mais est-ce qu'elles avaient besoin d'une renaissance? C'est légèrement différent. Et donc, elle essaie dans cet essai, dans cet article, de démontrer des choses qu'il faut retenir ou de ne pas retenir des propos de John Kelly dans cette affaire. À partir de ça, en fait, on a une espèce d'énorme production, surtout dans le monde anglo-saxon. Il y a eu je pense que le point de départ de Kelly a donné la possibilité d'une production assez importante, justement, portant sur cette question de la voix des femmes à l'époque de la Renaissance et à l'époque moderne plus généralement. Là, je vous cite trois cas, trois livres assez intéressants. Au milieu, un livre qui reste pour moi assez complexe. Je ressens un sentiment un peu ambigu envers ce livre, à vrai dire. C'est sur les femmes morisques.
Donc, l'idée étant de regarder dans les archives de l'Inquisition essentiellement, pour voir comment ces femmes, donc ces femmes qui étaient des femmes appartenant à un milieu musulman et qui se sont restées en Espagne après l'expulsion, qui sont donc devenues ce qu'on appelle les moriscos, qui sont restées pendant tout le XVIe siècle et jusqu'au début du XVIIe siècle, parfois comme des crypto-musulmans. Et puis, il y a eu une autre vague de violence et de suppression au début du XVIIe siècle. En fait, la question de savoir si on peut, en quelque sorte, récupérer leur point de vue, leur voix. La même façon, par exemple, là, vous aviez l'autre livre, Women in the Inquisition, toujours portant sur le monde espagnol, mais là, c'est l'Espagne, mais aussi l'Amérique espagnole. On a pris les deux. Et puis, on a aussi d'autres ouvrages collectifs qui sont en train de regarder si on peut récupérer justement la voix de ces femmes, soit dans les documents comme les documents de l'Inquisition, mais soit aussi dans d'autres contextes. Bon. Bien sûr, il y a des cas assez connus et des femmes assez célèbres à l'époque moderne, et c'est normal de trouver une expression de leur voix, même si ce n'est pas forcément les expressions qu'on attend. Donc, par exemple, si vous prenez quelqu'un comme Sor Juana Inés de la Cruz, personnage très célèbre de la littérature espagnole, femme mexicaine, qui a vécu pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle. Elle est donc fille illégitime, mais néanmoins, avec son talent littéraire, elle passe d'une petite ville de province à la ville de Mexico, et puis elle devient quelqu'un d'assez célèbre pendant son vivant pour ses poèmes, pour les pièces de théâtre, et ainsi de suite qu'elle a écrit. Et alors, il y a aussi des documents qu'on trouve portant sur elle qui sont assez intéressants. Par exemple, cette lettre qui a été publiée un peu contre son gré, qui est une espèce de débat entre elle et quelqu'un qui se cache derrière un pseudonyme, Sor Filotea de la Cruz. Et là, vous aviez un document d'archives où elle rentre, elle prend ses ordres. En fait, c'est un document intéressant parce qu'elle a signé en utilisant son sang. Donc, vous voyez les taches de sang qui sont sur le document. Mais alors, même quelqu'un comme ça, très connu par les littéraires, on peut avoir des surprises. Par exemple, un des rares documents qu'on trouve d'elle, qui a été publié très récemment, il y a à peu près 20 ans, je crois. C'est une lettre qu'elle a écrite à son confesseur, un jésuite, en 1681. Et c'est une lettre assez violente, il faut le dire, où elle s'exprime contre ce qu'elle trouve est l'injustice de son confesseur. Alors donc, voilà la traduction en français, c'est une lettre bien sûr écrite en castillan. Donc elle dit, depuis fort longtemps et de divers côtés, j'entends dire que dans les conversations de votre révérence, la seule personne qui passe pour répréhensible, c'est moi. Que votre acrimonie censure mes actions jusqu'à les traiter de scandale public ou autres qualifications non moins horribles. Ma conscience aurait pu m'inciter à me défendre car je ne suis pas entièrement propriétaire de mon crédit, et ainsi de suite. Et puis elle continue, elle dit à son confesseur, la cause donc de votre colère, mon père très aimé, n'est autre que ces maudits poèmes que le ciel, à l'encontre de votre volonté, m'a donné le talent de composer. Pourtant, j'ai tout fait pour échapper à cet office. J'ai tenté le plus possible de m'en dispenser, donc j'y trouvais un motif de fierté ni de honte, car rimer a toujours été à mes yeux chose indifférente, et ainsi de suite. Mais donc elle dit, bon, elle l'a fait, elle a écrit ses textes, et donc le jésuite est très, très agité à cause de ça. Pourquoi donc ce déplaisir de votre révérence? Pourquoi dites-vous que si vous aviez su que je me mettrais à écrire des vers, vous m'auriez marié au lieu de me mettre au couvent? Eh bien, Père très aimant, que je te contredis contrainte et forcée, plein de honte, et en des termes que n'auraient pas dû franchir mes lèvres, quelle autorité directe avait votre révérence pour disposer de ma personne et de libre arbitre que Dieu m'a concédé? Vous n'avez que celle que mon affection vous a donnée et vous donnera toujours. Serais-je donc hérétique? Et si je l'étais, devrais-je parvenir de force à la sainteté? Et ainsi de suite. Donc, elle conclut
Hein? N'est-il pas inévitable, mon Père, que cela me fasse de la peine venant d'une personne que j'aime avec tant de vénération et que je vénère et estime avec tant d'amour? Donc, finalement, ma seule intention est de vous supplier, mon Père, s'il ne vous plaît pas de m'accorder votre faveur, de ne plus vous souvenir de moi, si ce n'est que pour me recommander à Dieu dans vos prières. Et voilà, donc écrit du convent de Saint-Jérôme de Mexico. C'est une lettre qui est restée donc confidentielle pendant à peu près 3 siècles. Et donc maintenant, on voit cette espèce de conflit de cette femme censée être nonne, mais bien sûr qui a son point de vue et qu'elle exprime assez fortement à l'intérieur toujours de ces rapports de force qu'on a dans l'Église à l'époque. Donc là, vous voyez que c'est quand même intéressant, ce n'est pas tout à fait une surprise parce qu'elle exprime des idées un peu semblables parfois dans ses poèmes et même dans ses pièces de théâtre, mais de l'entendre comme ça de sa voix d'une façon assez directe et en répondant à quelqu'un de la hiérarchie de l'Église, ça vaut quelque chose comme l'expression d'un point de vue. Et donc, même ces gens-là, et c'est certainement pas le cas, qu'on ne peut pas traiter Sor Juana comme une subalterne, exactement, hein, parce qu'elle appartient à une couche sociale qui est un peu plus compliquée que ça, même si elle était fille illégitime. Mais même ces lettres venant des femmes appartenant à des classes aisées sont souvent assez intéressantes et plus compliquées qu'on peut soupçonner de point de départ. Hein. Donc, bien sûr, on a, comme vous voyez ici, des lettres publiées, déjà au XVIe siècle. Ce sont des lettres qui sont un peu des lettres exemplaires, qu'on publie comme exemple, en fait, de l'art épistolaire. Mais il y a d'autres qui sont restés confidentiels, qui sont restés dans les archives, et maintenant on a de plus en plus de travaux, notamment en Italie, les travaux de Gabriele Lazzari, en particulier sur l'écriture épistolaire féminine, et aussi ces collections de ce genre. Je vais juste mentionner un cas, qui est un cas assez amusant, assez curieux, qui est donc d'une femme d'élite, qui appartient à une grande famille, c'est Costanza Colonna. C'est la fille de Marco-Antonio Colonna, qui est considéré plus ou moins comme l'héros, ou un des héros de la bataille de Lépante. Il y a même une rue aujourd'hui à Rome qui porte son nom, de Marco-Antonio Colonna. Mais elle, en fait, elle est surtout connue par les historiens parce qu'elle était plus ou moins la patronne de Caravaggio. Donc, elle était la protectrice de Caravaggio et la patronne, mais en fait, elle a eu apparemment beaucoup de difficultés pendant sa vie parce qu'elle s'est mariée, elle est rentrée dans une grande famille, la famille des Sforza, et en rentrant dedans, en fait, elle avait l'impression d'être complètement contrôlée et opprimée par sa belle famille. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit en regardant justement ces lettres non publiées. Donc, voilà quelques exemples. Il y a des lettres assez compliquées parce qu'il y a des lettres dans lesquelles, en fait, elle signe, mais c'est manifestement écrit par un scribe. Puis, il y a des lettres qui sont des lettres autographes. Et dans un certain nombre de lettres, par exemple, si vous regardez la lettre à droite, ce qu'elle dit dedans, c'est une espèce de deuxième feuille où elle dit « Ce que j'ai dit dans la lettre, c'est complètement fausse. » Et en fait, ce qui est écrit, c'est totalement faux, on m'a obligé d'écrire, et donc il ne faut absolument pas croire à ce qu'on trouve dans cette autre partie, et en réalité, je suis assez malheureuse et misérable dans cette maison, etc. En gros, en fait, on peut suivre le développement de ces matériaux, de ces lettres, parce qu'en fait, il y a une archive qui va suivre plus ou moins toute sa vie, et sa vie se divise en 2 parties, avant la mort de son mari et après. Et en fait, c'est après la mort de son mari qu'en fait, elle devient beaucoup plus à l'aise, et c'est à ce moment-là qu'en fait, elle va établir son rapport avec Caravaggio.
Donc, ça, c'est aussi c'est quelque chose où on peut trouver une espèce de voie, un point de vue, une série d'égo-documents assez intéressants, assez compliqués, mais qu'il faut lire avec beaucoup d'attention, avec beaucoup Donc, si, par exemple, on n'avait que ces matériaux plus ou moins censurés, qui sont les lettres, par exemple, comme la lettre à gauche, on aurait un certain point de vue, mais si on commence à regarder le corpus tout entier, on a un point de vue assez différent. Donc finalement, je viens à un cas qui reste quand même un cas assez particulier, assez intéressant pour tout ce qui est cette histoire d'écriture des femmes à l'époque moderne, les égo-documents. C'est un cas qui est très très connu, mais je vais juste revenir sur certains aspects de ce texte-là. C'est les mémoires, comme vous voyez ici, d'une femme juive d'Hambourg, donc qui a vécu pendant la deuxième moitié du XVIIe, le début du XVIIIe. Là, vous aviez une traduction partielle en français qui a été faite par Leon Poliakov. Ça, c'est une traduction en allemand. Le texte original, donc là, vous voyez, est en yiddish, donc, mais écrit en écriture hébreu. Là, vous aviez la page de début et la page de la fin. Donc, c'est un texte qui a été gardé dans sa famille, qui a été découvert à la fin du XIXe siècle, et puis est devenu un texte assez connu. Donc, c'est l'auteur qu'on appelait là un peu, c'est un malentendu, Glückel Hameln. En fait, elle n'était pas de Hameln, elle était de Hambourg. Et donc, voilà un peu sa vie. Et en fait, normalement, elle devrait la seule fois qu'elle signe son nom tout entier, c'est Glückel Bas Juda Lieb. Et donc, elle a vécu entre 1645 et 1724. Elle est née à Hambourg. Elle est la fille d'un marchand juif ashkénaze. Déjà intéressant parce qu'à Hambourg, à l'époque, en fait, les grands marchands d'Hambourg sont des séfarades à l'époque. Tandis qu'elle appartient à cet autre groupe. Elle s'est mariée à l'âge de 15 ans avec justement quelqu'un de Hameln, de Hayim Ben Yosef. Ils ont 14 enfants ensemble, dont la plupart ont survécu. Ça, c'est aussi extraordinaire. Elle a marié 12 de ses 14 enfants dans des familles assez importantes. Donc, en fait, elle a toute une descendance par la suite. Puis, donc, il y a des moments dans sa vie qu'elle raconte. Elle raconte, par exemple, les guerres avec le roi de Suède, qui a quand même eu un effet important dans cette région. Et puis, elle raconte aussi, et je vais revenir brièvement sur ça, le cas de sa petite-fille dans les années 1660. Puis, son mari va mourir en 1689 suite à un accident à la maison. Et elle va se remarier, et cette fois-ci à quelqu'un, un grand marchand de Metz. Donc, elle va se déplacer à Metz. Et puis, là... malheureusement, ce deuxième mari n'est pas très doué pour le commerce. Il va faire faillite en 1702. Puis, il va continuer à vivre pendant 10 ans dans un état plutôt misérable. Et puis, après sa mort en 1712, pendant 12 ans, elle est plus ou moins dans la maison de ses enfants et elle est soutenue donc par ses enfants. Et puis, donc, elle a écrit périodiquement ce texte. Ce n'est pas un texte qui va couvrir toute sa vie, mais une grande partie, effectivement, de sa vie. Donc, vous voyez quelqu'un qui est basé à Hambourg, mais qui finalement va terminer sa vie ici à Metz, mais qui a aussi pas mal voyagé dans l'Europe du Nord et aussi dans le Saint-Empire et en Allemagne. Donc, c'est un texte qui est assez intéressant. Là, vous voyez un compte-rendu de la traduction de Poliakov qui nous dit que donc, elle était une mère de famille juive. Sur ses vieux jours, elle écrivit ses mémoires pour l'édification des siens. Donc, ce que l'auteur de ce compte-rendu nous dit, c'est que les mémoires de Glückel sont dépourvues de toute prétention littéraire. La préoccupation majeure de l'auteur est, semble-t-il, de montrer quelles furent les difficultés et les joies d'une vie conduite par les voies
impénétrable de la providence divine. Donc c'est une juive très croyante, d'ailleurs qui connaît assez bien la culture traditionnelle des juifs. Et puis donc c'est normal que ça soit un texte qui est intéressé des spécialistes de l'époque et notamment aussi de l'histoire des femmes à l'époque. Donc par exemple, un des chapitres de ce livre de Natalie Davis, Women on the Margins, qui a été traduit avec cet autre titre, Juive catholique protestante. Donc, des trois, la juive en question, c'est Glickl. Et alors, donc, on a essayé d'analyser le point de vue de ces femmes assez différentes, habitant plus ou moins à la même époque. Là, vous voyez plus ou moins des morceaux de ce texte. Elle dit « Je commence à écrire à l'an 5451, après la création du monde, dans ma grande douleur et le cœur lourd. » Donc, vous voyez, c'est après la mort de son mari. Donc, pour donner des leçons, mes enfants, j'ai décidé d'écrire ce livre après la mort de votre Saint-Père pour soulager un peu mon âme lorsque des pensées mélancoliques me viennent et que les soucis m'oppressent. Donc, voilà la raison donnée. C'est censé être pas un document public, mais un document pour la consommation de la famille, de ses enfants. Mais finalement, il y a pas mal de choses dedans, parfois de l'humour, parfois des remarques assez intéressantes. Par exemple, ici, les remarques portant sur Saptasvi, son mouvement, où elle nous fait entendre que quand ce mouvement, donc Saptasvi, était quelqu'un qui s'est déclaré Messie à Smyrne, dans l'Empire ottoman, et donc il y avait des bruits qui couraient dans toutes les communautés de l'Europe que le Messie était venu. Mais là, elle dit qu'effectivement, c'est les séfarades et les Portugais, comme elle dit, qui étaient beaucoup plus enthousiastes, et qui chantaient, et qui dansaient, et qui croyaient vraiment que c'était cette espèce de fin joyeuse qui était arrivée. Il y avait quelques Ashkénazes, comme son beau-père, qui étaient aussi dupes. Donc, il quitta Hameln, abandonna sa maison et tous ses meubles et alla vivre à Hildesheim. Donc, il attendait ça, mais finalement, il pensait aller directement d'Hambourg en Terre Sainte, mais finalement, ces tonneaux sont restés plus de l'année dans ma maison. Finalement, mes beaux-parents se sont dit que la viande et les autres aliments allaient pourrir. Donc, on a décidé que le Messie était, en fait, il fallait attendre encore un peu. Et donc, du coup, on a abandonné cette idée. Donc, il y a aussi ces espèces de petites piqûres envers d'autres, même des membres de sa famille, mais parfois aussi d'autres communautés. Et là, par exemple, encore une fois, réflexion sur la faillite de son deuxième mari, qui, elle dit, était un homme très remarquable, etc. Mais manifestement, elle laisse entendre que c'était quelqu'un qui était totalement incompétent, parce qu'il prenait sur lui des dettes des autres, il n'était pas capable de régler ses affaires, etc. Donc, on a son point de vue d'une femme d'affaires, et donc de quelqu'un qui s'y connaît assez bien dans le commerce, qui a son point de vue. Elle est manifestement une femme lettrée. Elle appartient à un milieu assez intéressant. Et en accumulant donc du coup tous ces matériaux, on a, si vous voulez, une autre réponse à la question de Joan Kelly. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça que de dire que les femmes à l'époque médiévale étaient au Moyen-Âge étaient beaucoup plus libres, avaient beaucoup plus de pouvoir, et les femmes, donc, à l'époque moderne, en Europe en tout cas, étaient passées. Donc, c'était un peu le contraire de l'histoire des femmes et l'histoire des hommes, comme elle a voulu soutenir. Et donc, on peut continuer, comme on fait même aujourd'hui, à accumuler ces matériaux. Là, voilà un dernier exemple qui est plus ou moins exactement contemporain de Glickl. Ça, c'est une femme hollandaise vivant dans la Friesland, et elle est sage-femme. Donc, c'est Katharina Schrader, en fait. Donc, elle était sage-femme, et elle a donc tenu ce memory book, dont
dans lequel elle parle justement de toutes ces activités. C'est assez laconique, elle ne s'exprime pas beaucoup en détail sur ses émotions, etc. Mais on a une vision de ses activités professionnelles, comment elle a fonctionné, les rapports qu'elle avait avec la plupart des familles de la ville où elle était, et ainsi de suite. Donc on peut finalement accumuler ces matériaux pour arriver à la conclusion que, en fin de compte, il n'y a pas que les élites qui parlent, il n'y a pas que les hommes qui parlent. En fait, si on prête suffisamment attention, on a en réalité une diversité de voix, une diversité d'égo-documents venant des horizons assez différents. Et donc, il suffit que l'historien ne soit pas paresseux pour dire que les documents d'élite ont une bonne traduction. En lisant à rebours, ça suffit pour nous. En fait, il faut toujours mettre les mains dans la pâte et aller chercher dans les archives, là où il y a parfois des documents assez inattendus. Je vous remercie.